Le trafic d'enfants, l'un des crimes les plus odieux qui soit, le phénomène est pourtant en hausse. Bienvenue dans On the Frontline où nous abordons la question de l'esclavage infantile. De par sa nature, ce fléau est extrêmement difficile à évaluer. D'après les estimations les plus prudentes, 1 200 000 enfants se retrouveraient au cœur de trafic et ceux qui sont vendus en tant qu'esclaves seraient 5 500 000. On sait que la plupart des victimes sont des filles, forcées de se livrer à la prostitution, à la mendicité organisée, au travail forcé, ou contraintes d'être adoptées ou même de se faire prélever des organes. Selon une étude récente, c'est en Bulgarie et en Roumanie que l'on dénombre le plus de victimes de trafiquants dans l'Union européenne. Notre reporter Michel Santos est parti en Bulgarie où l'on tire la sonnette d'alarme sur une pratique inquiétante, la vente de bébés. À Sofia, nous rencontrons Lubomir. Ce photographe bulgare nous raconte être privé de son enfant. Sa petite amie enceinte et lui se sont séparés avant qu'elle ne mette au monde leur bébé. Aujourd'hui, il craint que la jeune femme ne l'ait vendu. Je ne peux pas en être sûr, mais c'est quelque chose de possible. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient faire quelque chose. J'ai ma théorie, mais je ne peux pas vraiment la prouver. C'est une pratique courante, cela arrive. C'est de notoriété publique. La jeune femme en question accepte de nous parler. Elle préfère garder l'anonymat et souhaite se faire appeler Vittoria. Elle affirme avoir confié l'enfant à un autre petit ami. Elle nie l'avoir vendu. Mon ancien ami pense que j'ai vendu mon enfant. Je ne ferai jamais une chose pareille. Vendre un être humain, ce n'est pas dans ma nature. Lubomir nous explique avoir entamé une procédure pour faire reconnaître sa paternité. En vain. D'après un avocat que nous avons sollicité, le code de la famille qui est en vigueur aujourd'hui en Bulgarie présente une faille juridique. Le père biologique présumé ne peut pas remettre en cause la paternité d'un homme qui a déjà reconnu l'enfant. Les trafiquants potentiels d'êtres humains peuvent utiliser ce vide juridique pour commettre leurs délits. Un étranger peut venir en Bulgarie, déclarer qu'il est le père légal d'un enfant né ici, puis partir avec lui. Les autorités bulgares ne s'intéressent pas à lui parce qu'il se trouve dans un autre pays. Et si le bébé n'est pas déclaré ailleurs, personne ne le poursuivra. Le ministère de la Justice refuse de nous accorder une interview, mais on nous fait savoir que la loi bulgare n'est pas différente de celle d'autres pays européens. Dispute familiale ou adoption illégale. Ce que vit Lubomir interroge en tout cas sur ce trafic où des criminels parviennent à détourner les lois pour vendre des enfants. Certaines mères, pour beaucoup issues de la communauté rome, se rendent en Grèce pour accoucher parce qu'elles savent que sur place, il leur sera plus facile de faire adopter leur bébé contre de l'argent. Elles accouchent dans un hôpital en Grèce parce que la législation du pays est très simple. Après avoir donné naissance à un enfant, le seul document que la jeune mère reçoit, c'est simplement une feuille avec le nom de la mère et le sexe du bébé. C'est tout. Par la suite, bon nombre de ces bébés sont probablement vendus à des couples qui veulent contourner la législation européenne très stricte en matière d'adoption. À présent sur le plateau de On the Frontline, Rani Hong, conseillère spéciale sur le trafic d'êtres humains auprès des Nations Unies, et Colin Walker, sous-directeur de la branche britannique de l'ONG ECPAT, une importante organisation de défense des droits des enfants. Rani, malheureusement le trafic d'enfants a été une réalité pour vous. Pouvez-vous nous raconter brièvement ce que vous avez vécu ? Oui, je suis née dans le sud de l'Inde. On m'a kidnappée, séparée de ma mère et vendue comme esclave. J'étais une enfant de 7 ans, innocente, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été victime de trafic dans un autre État dont je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne sur place et je ne pouvais pas demander de l'aide. Mon maître, dont j'étais la propriété, me frappait. J'ai été effectivement frappée, sous-alimentée et torturée, tout ce que l'on peut imaginer comme forme de soumission à un autre être humain.
Avec tous les abus que je subissais, on aurait dit que j'étais proche de la mort. Mais comme il voulait faire encore du profit, il m'a vendu pour être adopté au Canada, puis finalement aux États-Unis. Je vous raconte mon histoire aujourd'hui, mais c'est celle de millions de petites filles qui, comme je l'ai été, sont réduites au silence, abandonnées et seules. Colin, de telles choses se produisent en Europe et c'est plutôt choquant car on pourrait se dire que l'Europe est très civilisée et sûre. Comment expliquer que cela existe? Vous dites que l'on voit l'Europe comme un territoire civilisé et riche. Eh bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles certains font du trafic d'enfants et d'adultes dans cette région du monde. Souvent, les personnes vulnérables à ces trafics viennent de pays pauvres, n'ont pas pu aller à l'école longtemps, par exemple dans le cas de femmes et de filles qui subissent de mauvais traitements. Celui qui veut monter un trafic leur promet une vie meilleure dans un autre pays, ou alors, sous de faux prétextes, il va chercher un enfant en Inde, au Vietnam ou dans l'Union, en Bulgarie ou en Roumanie, pour l'emmener ailleurs. Ces enfants se retrouveront victimes d'exploitation, ce qui ne correspondra pas du tout aux promesses de vie meilleure qui leur ont été faites. Colin, une nouvelle directive de l'Union doit entrer en vigueur en avril prochain. Elle s'accompagnera de toute une stratégie européenne. Quel impact pensez-vous qu'elle puisse avoir? L'impact, on devra attendre pour le connaître. Quelles mesures sont prévues? Certaines sont très utiles, augmenter considérablement les peines minimums pour les trafiquants en les faisant passer à 5 ans pour le trafic d'adultes et 10 ans pour le trafic d'enfants. C'est un pas dans la bonne direction. La directive et la stratégie visent toutes les deux à faciliter une plus grande coopération internationale au sein de l'Union et en dehors pour s'adapter à la dimension multinationale de ces crimes. Elle propose des initiatives vraiment bienvenues. Par exemple, essayer d'éviter que des pays ne poursuivent les enfants qui ont été forcés de participer à des activités criminelles. La législation est un élément très important, mais c'est aussi une question d'offre et de demande. Comment peut-on agir pour stopper la demande? Il faut qu'il y ait une prise de conscience dans l'opinion publique. Il faut que les gens connaissent la réalité sur ce qui se passe autour d'eux. Donc, une manière de réduire la demande, c'est cette prise de conscience. Une autre façon nous revient à nous en tant que consommateurs. On doit être vigilants sur les produits que nous achetons. Mais la réalité, c'est que l'esclavage concerne tout ce qui fait notre quotidien. C'est là que les consommateurs ont un rôle à jouer et on doit faire preuve de responsabilité. Je vous invite à écouter cette interview d'une représentante de Stop the Traffic. Des entreprises comme Nestlé, Kraft et Mars achètent leur cacao en Côte d'Ivoire, où des enfants sont exploités pour récolter les fèves de cacao. Le chocolat vendu dans nos pays est une industrie dont l'approvisionnement repose en partie sur le trafic d'enfants. On devrait aussi s'intéresser à la fabrication des vêtements ou des téléphones portables. Ronnie, est-ce qu'il existe aujourd'hui des sanctions contre les grands industriels qui soient efficaces? Vous savez, on voit les entreprises monter au créneau. Elles se disent « Oh mon Dieu, je ferais mieux de faire attention parce que je ne voudrais pas que l'image de mes produits soit salie par l'esclavage. » Donc, on commence à voir des initiatives comme des programmes de responsabilité sociale au sein des entreprises. Nous, en tant que consommateurs, et comme les téléspectateurs qui nous regardent, nous devons tenir les sociétés pour responsables. Ainsi, elles n'utiliseront pas d'enfants victimes d'exploitation. Parce que j'ai été l'un de ces enfants esclaves et c'est terrifiant. Cela traumatise les enfants et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils sont forcés de travailler toute la journée, de 12 à 15 heures par jour dans ces usines. Je me suis rendu dans différentes régions du monde, j'ai vu certaines de ces usines et c'est dévastateur. Le taux de condamnation de ces trafiquants qui savent exactement ce qu'ils font est désespérément bas. Pourquoi semble-t-il agir en toute impunité? Vous avez raison, ce taux est désespérément bas. Un certain nombre de facteurs peuvent l'expliquer. Certains sont excusables, d'autres sont utilisés comme excuses. Il s'agit de crimes sur lesquels il est très difficile d'enquêter en raison de leur caractère multinational. Souvent, les tribunaux ont besoin du témoignage des enfants pour poursuivre les trafiquants. Étant donné leur vulnérabilité, faire en sorte que ces enfants puissent témoigner de façon pertinente contre ceux qui les ont maltraités, c'est quelque chose de très difficile. Donc, on doit travailler
travailler avec les différentes juridictions à travers l'Union européenne et trouver le moyen de mener des poursuites sans témoins. Ça existe déjà pour les violences conjugales et le viol. Mais tant qu'on n'aura pas réussi à augmenter le taux de poursuite, le trafic d'êtres humains restera, pardonnez-moi l'expression, un business intéressant. Pour finir, revenons à ces enfants, ces adolescents victimes de trafic. Cela vous a pris des années pour surmonter ce que vous avez vécu et j'imagine que ce travail sur vous-même n'est pas encore terminé. Peut-on surmonter de telles expériences ? Quand un enfant a été maltraité aussi gravement, cela cause des dégâts psychologiques pour la vie. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on exploite des enfants comme ça a été mon cas, c'est dévastateur. Mon esprit et mon corps se sont refermés. J'étais terrifiée, personne n'était là pour m'aider. J'étais déplacée d'un endroit à un autre, maltraitée. Ce genre de traumatisme prend possession de l'enfant pour longtemps et c'est très difficile pour lui de s'en remettre. Ce que les trafiquants m'ont fait est un crime pour la vie. Mais d'un autre côté, quand on regarde les condamnations, pourquoi sont-elles si faibles ? Pour les trafiquants, 2 ou 5 ans de prison, ce n'est pas assez. On doit accroître les peines qu'on leur inflige. Ronnie, Colleen, merci beaucoup. Arrêter les trafiquants s'avère très difficile. Les taux de condamnation ont empiré ces dernières années. En 2010, dans l'Union européenne, seules 1250 condamnations ont été prononcées. Les espoirs reposent désormais sur une action concertée qui permettrait de combattre ce fléau. Mais les grands discours des membres de l'Union ne suffiront pas. Il faudra des solutions concrètes pour appliquer les lois destinées à lutter contre ces trafics. C'est tout pour aujourd'hui. Notre débat se poursuit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions.